j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans la mini-récup sur les fluides. C'est une mini-récup qui s'adresse à toi si tu es un élève de secondaire 3, mais ça pourrait aussi être pertinent si jamais tu es en secondaire 4 ATS parce que tu vas un petit peu plus loin dans ton étude des fluides. Donc, la mini-récup va être en deux parties. Dans la première partie, on va regarder c'est quoi un fluide et c'est quoi la différence entre un fluide compressible ou un fluide incompressible. On va regarder comment varie la pression dans un fluide compressible. Ensuite, on va faire le lien avec le fonctionnement d'une pompe à vélo. Finalement, on va parler de l'air et de la respiration. Ça, c'est pour la première partie. Pour la deuxième partie, on va regarder la pression dans un fluide incompressible. On va regarder aussi le fonctionnement d'un vérin hydraulique. Et finalement, on va s'intéresser à la circulation du sang à l'intérieur du cœur. Pourquoi on parle de fluide et de corps humain dans cette mini-récup-là? En fait, c'est parce qu'en secondaire 3, on voit beaucoup de concepts liés au corps humain. Donc, on voit beaucoup de systèmes, dont le système respiratoire et le système circulatoire. Dans ces systèmes-là, il y a des fluides qui interviennent. Donc, c'est pour ça qu'on fait le lien dans la mini-récup. Avant de poursuivre pour les fluides, j'ai une question pour toi. En fait, c'est pour savoir si tu es capable de reconnaître c'est quoi un fluide. Donc, parmi les substances suivantes, laquelle n'est pas un fluide? Est-ce que c'est A, le diazote gazeux, B, l'eau liquide, C, ce jus d'orange ou D, ce dessert? La bonne réponse est D, le dessert. Donc, effectivement, c'était le Jell-O qui n'était pas un fluide parmi les choix, entre autres parce que les cubes de Jell-O ont tendance à conserver leur forme. Donc, un fluide, c'est plutôt une substance qui a la capacité de se répandre ou de s'écouler, qui va épouser la forme de son contenant. Le jus d'orange, lui, c'est un fluide, parce que si on le renverse sur une table, il va vraiment là, se répandre, puis quand on le met dans un verre, le jus d'orange va prendre la forme du verre. Si on avait mis le jus d'orange dans un verre en forme de chat, le jus d'orange aurait pris une forme de chat. Pour le Jell-O, c'est pas tout à fait le cas. On voit que les cubes de Jell-O gélifiés restaient en forme de cube et prenaient pas nécessairement la forme du bol dans lequel ils se trouvaient. Donc, il existe deux catégories de fluides. Ce sont les fluides compressibles et les fluides incompressibles. Ils portent aussi des noms que tu connais déjà et que tu utilises depuis longtemps parce qu'en réalité, les fluides compressibles, ce sont des gaz et les fluides incompressibles, ce sont des liquides. On va regarder leurs caractéristiques. Donc, pour les fluides compressibles, il y a une grande distance entre les particules et c'est possible de les rapprocher. Pour le faire, on vient appuyer ou mettre une force extérieure sur le fluide compressible et on est capable de diminuer l'espace entre les particules. Pour ça, vu qu'on est capable de le comprimer, on dit que c'est un fluide qui est compressible. L'air qu'on respire, c'est un exemple de fluide compressible qu'on retrouve dans le corps humain. Pour les fluides incompressibles, on remarque que la distance entre les particules est beaucoup plus petite et que si on applique une force dessus, c'est presque impossible de les rapprocher davantage. Pourquoi? Elles sont déjà proches les unes des autres. Fait que même si on vient appuyer dessus avec une force, on les rapproche pas ou tellement peu que ça paraît pas du tout. Donc, à cause de ça, on dit que ce sont des fluides incompressibles. Dans le corps humain, il y a aussi des fluides incompressibles, par exemple l'eau, le sang, l'urine. Ce sont des substances qui sont liquides, donc ce sont des fluides incompressibles. Pour la première partie de la mini-récup, on s'intéresse davantage aux fluides compressibles et surtout à leur pression. Donc, on s'intéresse maintenant à la pression d'un fluide compressible. La pression, c'est une force appliquée sur une surface. Pour un fluide, ce que ça veut dire, c'est que ce sont les collisions sur les parois d'un contenant. Donc, le fluide, normalement, va se retrouver dans un contenant quand on parle de sa pression parce que, comme je disais tantôt, le fluide a tendance à s'écouler et à se répandre. Donc, si on veut étudier sa pression, c'est toujours mieux qu'il soit dans un contenant.
Les particules dans le contenant ne sont pas inanimées, elles se déplacent, puis elles vont entrer en collision avec les parois. Les parois du contenant, c'est la surface. Et plus il y a de collisions avec les parois du contenant, bien, plus la pression est élevée. Ça, c'est super important. Je vais le répéter plusieurs fois au cours de la mini-récup. Donc, la pression, elle est proportionnelle au nombre de collisions. Plus il y a de collisions, plus la pression, elle est élevée. La pression d'un fluide compressible varie à l'aide de 3 facteurs, qui sont la quantité de particules, la température et le volume. Pour bien comprendre comment ces facteurs-là font varier la pression du fluide, je fais un exemple avec des autotamponneuses. Dans le fond, les autotamponneuses représentent les particules de fluide compressible, les particules de gaz, et le tapis ou l'aire de jeu où est-ce que les autotamponneuses se promènent, ben c'est le contenant. Si tu as déjà fait un tour d'autotamponneuse, ben tu sais que le but, c'est un peu de se promener puis de se foncer dedans avec les autres, puis c'est certain aussi qu'on rentre en collision avec les côtés du manège. Donc, pour les autotamponneuses, quand il y a plus de collisions, ça signifie qu'il y a plus de pression. Le premier facteur qui nous intéresse, c'est la quantité de particules. Avec mon exemple d'autotamponneuse, je le représente avec le nombre d'autotamponneuses. Donc, dans ce scénario-là, on voit qu'on a 5 autotamponneuses versus ici, on en a 10. Donc, dans quel scénario, d'après toi, il va y avoir le plus de collisions? Bien, c'est sûr que c'est celui-là, parce que plus qu'il y a d'autos, plus qu'on a de chances de se rentrer dedans. Pour les particules, c'est la même chose. Donc, quand il y a davantage de particules de fluide dans un contenant, la pression va augmenter. Puis quand on diminue le nombre de particules, la pression va diminuer. Le prochain facteur qui influence la pression, c'est la température. Dans mon exemple, je vais représenter la température avec la vitesse des autotamponneuses. Parce que la température, dans le fond, c'est l'agitation des particules. Donc ici, dans les deux scénarios, on a le même nombre d'autotamponneuses, mais on a celles-là qui vont pas mal plus vite. Donc si elles vont plus vite, elles vont faire plus de collisions. Plus de collisions, ça veut dire que la pression augmente. Donc pour les particules, c'est le même principe. Lorsque la température augmente, la pression augmente. Et lorsque la température diminue, la pression diminue. Le troisième et dernier facteur qui influence la pression, c'est le volume. Donc ici, je le représente avec l'espace que les autotamponneuses ont pour se déplacer. Ici, on voit que les 5 autotamponneuses ont beaucoup de place pour se déplacer et ici, ils n'en ont pas beaucoup. Donc, s'ils ont moins de place pour se déplacer, ils ont plus de chances de se rentrer dedans et de faire des collisions. Tandis qu'ici, ils ont beaucoup de place, moins de chances de faire des collisions. Donc, lorsque le volume augmente, la pression diminue parce qu'en effet, quand il y a plus de place, il y a moins de collisions. Quand le volume diminue, il y a plus de collisions, donc la pression augmente. Donc, c'est de cette façon-là que la quantité de particules, la température et le volume fait varier la pression d'un fluide compressible. Pour le reste de la mini-récup, c'est principalement le volume qui va nous intéresser parce qu'avec des variations de volume, on est capable de faire varier la pression d'un fluide et entraîner des déplacements. On s'intéresse maintenant au fonctionnement d'une pompe à vélo qui réussit à faire déplacer de l'air grâce à des variations de volume et de pression. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un fluide va avoir tendance à se déplacer d'un milieu où la pression est plus élevée vers un milieu où la pression est plus faible. Puis pour faire varier cette pression-là, ben ça va être en modifiant le volume qu'on va réussir à créer des changements de pression et des déplacements d'air. Donc, la pompe à vélo, elle a un compartiment dans lequel l'air vient se remplir et on a un piston qui vient contrôler le volume de la pompe. Donc, lorsqu'on tire sur le piston, on augmente le volume à l'intérieur de la pompe, le volume disponible. Et lorsque le volume augmente, bien, la pression diminue. À ce moment-là, la pression dans la pompe devient plus faible que la pression à l'extérieur de la pompe. Donc, ce qui se produit, c'est que l'air va se déplacer de l'endroit où la pression est plus élevée vers l'endroit où la pression est plus faible. Donc, l'air va rentrer dans la pompe. Donc là, ça, c'est le premier geste. On vient remplir la pompe d'air.
Lorsqu'on appuie sur le piston, on vient diminuer le volume disponible à l'intérieur de la pompe. Lorsque le volume diminue, les particules se rapprochent et la pression augmente. À ce moment-là, la pression devient plus grande dans la pompe qu'à l'intérieur du pneu. Donc, l'air va se déplacer de l'endroit où la pression est plus élevée vers l'endroit où la pression est plus faible, donc vers le pneu. Donc, lorsqu'on tire sur le piston, on augmente le volume et on diminue la pression. L'air entre dans la pompe. Quand on appuie sur le piston, on diminue le volume, on augmente la pression et l'air se déplace, sort de la pompe et se déplace vers le pneu. En fait, une pompe à vélo et nos poumons, ça fonctionne un peu de la même façon. Ce qu'on veut, en fait, c'est faire des déplacements d'air et pour faire ça, on fait varier le volume, ça fait varier la pression et on cause des déplacements d'air. On va d'abord se concentrer sur l'inspiration et j'ai une question pour toi. Donc, parmi ces énoncés concernant l'inspiration, lequel est vrai? A. Les muscles de la cage thoracique se relâchent. B. Le volume de la cage thoracique augmente. C. La pression dans les poumons augmente. Ou D. L'air se déplace des poumons vers l'extérieur du corps. C'est B. Le volume de la cage thoracique augmente. Effectivement, lors de l'inspiration, le volume de la cage thoracique augmente. En fait, dans notre cage thoracique, on a des muscles. Principalement, on les voit en jaune ici, les muscles intercostaux, et le diaphragme en mauve-violet. Donc, juste avant l'inspiration, les muscles intercostaux se contractent et la cage thoracique se soulève. Ça fait augmenter le volume des poumons. Donc, on voit là vraiment, la cage thoracique prend de l'expansion, le volume des poumons augmente. Quand le volume des poumons augmente, la pression de l'air à l'intérieur des poumons, elle, diminue. Donc, à ce moment-là, elle est plus faible que l'air à l'extérieur. Vu que l'air va se déplacer d'un endroit où la pression est élevée vers un endroit où la pression est faible, l'air va entrer dans les poumons jusqu'à temps que la pression soit égale avec l'extérieur. Quand il n'y a plus de différence de pression entre les deux, l'air arrête de rentrer et c'est la fin de l'inspiration. Donc, inspiration, on a une contraction des muscles, augmentation du volume de la cage thoracique, diminution de la pression de l'air dans les poumons et l'air entre vers les poumons. Je te pose maintenant une question sur l'expiration. Donc, parmi ces énoncés concernant l'expiration, lequel est vrai? Est-ce que c'est A, les muscles de la cage thoracique se contractent? B, le volume de la cage thoracique augmente. C, la pression dans les poumons augmente. Ou D, l'air se déplace de l'extérieur du corps vers les poumons. La bonne réponse est C, la pression dans les poumons augmente. Effectivement, pendant l'expiration, la pression dans les poumons augmente. Lors de l'expiration, dans le fond, on veut que l'air sorte des poumons. Ce qui se produit d'abord, c'est que les muscles intercostaux et le diaphragme vont se relâcher. Lorsqu'ils se relâchent, le volume de la cage thoracique diminue. Quand le volume diminue, la pression augmente. Donc, la pression dans les poumons augmente. La pression devient plus grande dans les poumons que celle qui est à l'extérieur de notre corps. Donc, l'air va se déplacer d'un endroit où est-ce que la pression est élevée vers un endroit où est-ce que la pression est faible. Ça veut dire que, ça veut dire que l'air va sortir de notre corps et c'est la fin de l'expiration. Donc, je répète, l'expiration, on a un relâchement des muscles, diminution du volume de la cage thoracique, mais augmentation de la pression. L'air va sortir des poumons. Donc, c'est la fin de la première partie de la mini-récup. Je fais un petit récapitulatif. Donc, premièrement, la quantité de particules, la température et le volume, ce sont les facteurs qui influencent la pression des fluides compressibles. Ensuite, l'air qu'on respire, c'est un fluide compressible et il se déplace dans une pompe à vélo ou dans nos poumons un peu de la même façon, c'est-à-dire grâce à des variations de pression et des variations de volume. Pour la respiration, petit tableau résumé,
Donc, à l'inspiration, on a une contraction des muscles, augmentation du volume de la cage thoracique, diminution de la pression. Donc, l'air va entrer vers les poumons. Lors de l'expiration, on a un relâchement des muscles, diminution du volume de la cage thoracique, une augmentation de la pression et l'air va sortir vers l'extérieur du corps. Donc, dans la deuxième partie de la mini-récup, on va davantage s'intéresser aux fluides incompressibles et comment le sang circule dans le cœur. Si ça t'intéresse, je t'invite à m'y rejoindre. À tout de suite!